lors d'un voyage en Afrique à la commission de l'Union africaine à Addis Abeba, qui a dit: l'Afrique détient sur ses épaules l'avenir du monde à cause de ses immenses ressources. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Et si Barack Obama a organisé le premier sommet Afrique-États-Unis, c'est pas pour rien. On n'aurait jamais... Qui aurait pensé qu'il y aurait un sommet Afrique-États-Unis si l'Afrique ne représentait pas aujourd'hui un enjeu considérable à cause de ses immenses ressources? Parce que c'est ça. Oui, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc la France dit, si d'abord on va resserrer notre tutelle sur nos ex-colonies, et le franc CFA en fait partie, les interventions militaires, la multiplication des bases militaires, ça fait partie, mais également on va aller au-delà de ces ex-colonies, à travers la francophonie aujourd'hui et la francophonie économique. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que le 28 août, donc il y a je crois il y a 2 semaines de cela, Emmanuel Macron, devant les ambassadeurs de France, réunis à l'Élysée, a dit ceci: une bonne partie de l'avenir du monde se joue en Afrique. Une bonne partie de l'avenir du monde se joue en Afrique. Emmanuel Macron. Il y a 2 semaines là. Et il a créé un conseil présidentiel sur l'Afrique pour le conseiller sur les affaires africaines et à des Africains là-dedans, bien sûr. Mais avant lui, son prédécesseur, François Hollande, avait également créé son machin. Il avait créé ce qu'ils appelaient la Fondation Africa France. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça Africa France. Avec à sa tête un certain Lionel Zinsou, qui avait été envoyé au Bénin comme Premier ministre vers la fin du mandat de Yahya Boni, dans l'espoir qu'il serait élu président. Il s'est présenté, mais il a été battu à plate couture. Je l'ai vu porter des boubous là. C'était tellement... avec des bonnets, tout ça. Je dis ça, il n'est pas habitué à ça. Il a été battu à plate couture, il est reparti en France et ils sont en train de se servir de lui pour, soi-disant, construire de nouvelles relations. Mais en fait, c'est la France-Afrique, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit Hollande ou Emmanuel Macron, c'est du pareil au même. Toujours maintenir la domination de l'Afrique, exploiter au maximum ses ressources pour sortir de la crise. Zinsou était membre d'une équipe qui a produit le rapport Védrine, du nom de M. Hubert Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand dans les années 80-90. Et ce rapport, d'ailleurs, préconisait l'extension de la zone franc à d'autres pays africains. Ce que Alassane Ouattara, comme je vous dis, a dit récemment à Emmanuel Macron, il y a 3 ou 4 jours. Et l'équipe qui a produit ce rapport comprenait un certain Tidjane Thiam, dont vous avez entendu parler, qui est un Ivaro européen, qui aujourd'hui est à la tête, je crois, d'une grande banque en Suisse. Lionel Zinsou lui-même, Jean-Michel Severino, qui a été à la tête de l'Agence française de développement. Et ce rapport avait été entériné par les chefs d'État africains et français en décembre 2013. C'est pour dire que à chaque fois, on essaie de coopter quelques chefs d'État africains pour dire oui, ça, c'est la nouvelle forme de coopération entre la France et l'Afrique. La Fondation a commencé ses activités en février 2015. Et tenez-vous bien, il y a des États, des entreprises, des collectivités locales, et ainsi de suite. Mais l'un de ses objectifs
et la formation de jeunes leaders africains, young leaders, appelés à perpétuer la domination de leur pays par la France. Et je dis en cela, là, elle copie les États-Unis avec le projet YALI, Young African Leadership Initiative, lancé par Barack Obama. Ça veut bien, vous êtes au courant de ce YALI. Donc, tout le monde essaie aujourd'hui de former de jeunes Africains pour perpétuer l'impérialisme, le néocolonialisme sur l'Afrique. Pas pour transformer l'Afrique pour les Africains, non. Pour perpétuer la domination de l'impérialisme occidental sur l'Afrique. Donc cet intérêt pour la France est largement partagé bien sûr par l'Union européenne qui cherche à imposer, comme vous le savez, les accords de libre-échange dits accords de partenariat économique. Ça fait partie de la même stratégie aujourd'hui. Les États-Unis, bien sûr, partagent le même intérêt, ce qui explique le projet AFRICOM, dont le but est d'installer des bases militaires permanentes et des facilités sur le sol africain en vue de protéger les intérêts des multinationales US, investissant surtout dans le pétrole et le gaz dans la région du Golfe de Guinée. Je vous ai dit tout à l'heure que les pays d'Afrique centrale sont dans la région du Golfe de Guinée où se trouverait l'essentiel des ressources pétrolières du continent. Oui. Donc, le véritable objectif de la France, des États-Unis et de l'Union européenne est de mettre la main sur les immenses ressources du continent. Ce n'est pas la sécurité, encore moins le développement de l'Afrique qui les préoccupe. On le voit bien avec tous les moyens employés pour fermer la route de l'Europe aux jeunes immigrants africains. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la militarisation de la lutte contre l'immigration sur la Méditerranée. Il y a un sommet qui va avoir lieu au mois de novembre à Abidjan, entre l'Afrique et l'Europe, sur la migration. Emmanuel Macron avait convoqué une réunion il y a quelques jours sur la migration. Donc on fait tout pour retenir les jeunes Africains, pour les repousser. Ça, c'est pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis, le refoulé. On a vu des charrettes qui sont venues déjà, 2 charrettes qui sont venues pour les Sénégalais. La dernière charrette avec l'insulteur public, comme on dit là, Hassan Diouf. Donc on fait tout pour expulser les jeunes Africains et pour les empêcher d'atteindre l'Europe. Mais dans le même temps, on montre un intérêt croissant pour les ressources africaines. Et là, je dis, Samir Amin l'a déjà dit, que les pays occidentaux aiment l'Afrique, entre guillemets, pour ses ressources, mais sans ses peuples. Voilà. Si ces pays pouvaient se débarrasser des 3/4 des Africains pour mettre la main sur les ressources, ils le feraient. Croyez-moi, par les maladies, les guerres, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, en termes de conclusion, parce que j'ai un peu trop parlé, rappelez seulement que le débat sur le CFA ne date pas d'aujourd'hui, surtout pour les jeunes peut-être qui ne sont pas au courant de ça. Et que le franc CFA reste un élément de servitude et un des piliers du pacte néocolonial. Ce débat est entre servitude et souveraineté. Pas seulement souveraineté monétaire, mais également économique. Pour la France, le franc CFA et tous ces accords, la francophonie, etc., font partie des instruments pour étendre et renforcer son influence sur le continent africain, présenté aujourd'hui comme la solution à la crise du capitalisme. Et cette offensive économique et politique est appuyée par une offensive militaire, avec les interventions tous azimuts, en Centrafrique, au Mali, au Burkina, au Sénégal, les bases militaires, au Cameroun, un peu partout, la Libye, etc. Donc ça leur permet, ils ont amené le terrorisme chez nous, ils ont créé le terrorisme. Parce que la destruction de la Libye,
I'm sorry. I'm sorry. You can't let that one just pass like this. You know, when Horace Campbell say France creates terrorism in Africa, they train the terrorists in Africa. Absolutely. They import the terrorists in Africa. They provide the supply lines for the terrorists in Africa. They say, well, where do you get this information from? Yeah. Let's please say it again. Absolument. Ils ont créé le terrorisme chez nous pour nous déstabiliser, parce que la destruction de la Libye et l'assassinat du président Kadhafi, je dis assassinat, par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, c'est cela qui a ouvert les portes au terrorisme dans le Sahel. Et ce sont ces pays qui ont encouragé le MNLA, soi-disant le mouvement de libération de l'Azawad. C'est un instrument entre les mains de la France qui a protégé et qui continue de protéger ces leaders. The Azawad Yeah. was created, protected, and trained by France, France. and moved from Libya to the Sahel Absolutely. to destabilize Africa. Absolument. And African governments sit Yeah. there and talk about we're going to align ourselves with Yeah. France to France. fight terrorism, when France Yeah. is the one who brought the terrorism to Africa. Yeah. Absolument. C'est ça que les jeunes doivent comprendre. Just wait. Yeah. Yeah. Does all of this mean that our governments do not know the truth? Oh, they know, but They they're know. allies. They know. They are also complicit. Yes. They are interested only about their own power, not about the future of their own countries. That's the reality. Most of them, not all maybe, but most of them, especially on this part of Africa. Okay. Donc, il faut que les jeunes comprennent cela. Le terrorisme a été créé chez nous, entretenu chez nous par ces puissances. Vous savez, le président du Nigeria, quand il a été élu, Buhari, il a été voir Barack Obama. Il a dit, Monsieur le Président, j'ai besoin d'armes pour combattre Boko Haram. Il a dit, on ne peut pas vous vendre des armes parce que votre armée viole les droits humains. Voilà la réponse de Barack Obama. Votre armée viole les droits humains, on ne peut pas vous vendre des armes. Pour combattre Boko Haram, un réseau terroriste, on dit non, vous violez les droits humains, on ne peut pas vous vendre des armes. Donc, laissons Boko Haram continuer à faire ses dégâts. Et ça va déstabiliser le Nigeria, ça permettra aux multinationales de venir piller les ressources pétrolières du pays et étendre le terrorisme à tous les pays. Le Cameroun aujourd'hui, le Tchad, le Niger, le Mali, peut-être le Sénégal, qui sait. Burkina, on a vu ce qui s'est passé au Burkina récemment. Abidjan, peut-être Dakar demain, qui sait. Et eux, ils le savent, parce que ça déstabilise nos pays et ça leur permet de venir dire, oh, on vient vous protéger contre le terrorisme. Alors que c'est eux qui entretiennent ce terrorisme-là. Et bien sûr, ça déstabilise nos pays, rend des gouvernements de plus en plus vulnérables. Et voilà, ils viennent, ils pillent, ils ne respectent aucune loi, aucun règlement. Et voilà. Parce que c'est ça, là, il faut comprendre. Bon, certains parlent de théorie du complot, mais ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce que le capitalisme, comme disait Karl Marx, est venu au monde suant le sang par tous les pores. Le capitalisme, c'est du cannibalisme. Et il utilisera tous les moyens pour survivre. Et l'Afrique, avec ses ressources, est considérée aujourd'hui comme le continent qui détient la clé de la survie du capitalisme. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Oui. Ce n'est pas du complot. C'est pas du complot. C'est la réalité. Il faut avoir. Donc, le combat contre le franc CFA, pour nous, fait partie du combat pour la seconde indépendance de l'Afrique, l'indépendance économique. Parce que si, économiquement, vous êtes dominé, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est les autres qui déterminent pratiquement votre vie, si vous voulez. Pourquoi tous ces jeunes meurent en Méditerranée? Parce qu'il n'y a pas d'emploi.
Parce que l'avenir est bouché ici. Et si nous ne pouvons pas exploiter nos propres ressources, créer des emplois, créer un avenir pour les jeunes, mais c'est les autres qui viennent piller et rentrer. Et le franc CFA fait partie de ces mécanismes-là. Donc pour nous, il faut aussi, ce combat fait partie du combat pour la décolonisation des esprits. Parce qu'on nous fait croire, et certains acceptent ça, même des chefs d'État, que sans la France, on ne peut pas avoir notre propre monnaie. Il faut toujours quelqu'un qui nous aide, entre guillemets. Mais comment peut-on accepter ça? C'est-à-dire que les Africains sont incapables de conduire leur propre développement, de prendre leurs responsabilités. Non, il faut toujours un tuteur. Comment peut-on accepter ça? Parce que dans le débat sur le franc CFA, je vois certains économistes dire, est-ce qu'on est prêt? Moi, je dis, si on n'est pas prêt. C'est un combat que nous devons mener. Si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce que ferons-nous? Quand serons-nous prêts? Parce que ça fait bientôt 60 ans qu'il y a ces indépendances-là. Alors si après ça on n'est pas prêt, les gens disent non, on n'est pas encore prêt, on va encore attendre 60 ans ou 100 ans pour être prêt? Non, c'est maintenant. Ici, ce n'est pas nous qui menons ce combat. Qui va le faire? Personne ne viendra combattre pour le développement de l'Afrique. Ce sont les Africains. D'ici la fin des temps, personne, aucun partenaire, entre guillemets, au développement ne viendra développer l'Afrique. Ce sont ces enfants, ces filles et ces garçons qui vont la développer ou la détruire. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, c'est ce que je voulais vous en dire. Merci. Voilà. Il nous a fait l'historique de la zone franc CFA. Et je sais qu'aussi, parallèlement, il y a eu la zone de la livre sterling qui a existé. Je voudrais qu'il puisse nous instruire davantage sur ce parallélisme entre la zone franc CFA et la zone de la livre sterling qui a existé aussi parallèlement. Deuxième chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que les 15 pays au jour d'aujourd'hui qui restent dans cette zone de la France ont du mal à s'en sortir. Est-ce que parce qu'on les maintient là-dedans ou est-ce qu'ils ont le choix? Parce que je sais que, comme il a dit, l'Algérie est sortie, la Tunisie est sortie, le Maroc aussi est sorti. Et l'un des plus grands investisseurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc, qui a supplanté les Libanais. Alors, donc, qu'est-ce qui nous maintient encore là-dedans? Si nous avons la possibilité de vouloir être devenir libres, comme les autres. Merci. Thank you. Bye, Michael. Thank you very much. I am Michael Ndonye. I come from Kenya. I work with the Kabarak University. It's a private university in Kenya. I teach mass communication. So I thank you first of all for the informative presentation. What has captured my attention is actually the issue of terrorism. And now I'm getting another dimension of human rights commissions. In Kenya, for the last 4 years or so, we have had a lot of terrorist attacks. Yeah, and what is most interesting in your presentation is that human rights commissions, which are created by Western, we see them protecting terrorists, literally, such that in Kenya, if a terrorist is caught, even when they are caught with explosives, according to human rights activists, they are supposed to be taken to court. They are not supposed to be killed. If you kill them, it's a human rights issue. But when they kill people, now it becomes, this is a statistics to learn about. And because I also study about media also, the media comes in. And I want to maybe to get a clarification. What would you also talk about the role of media
in trying to assist these institutions which are created by imperialists and which now help in perpetuating some evils and evil institutions like terrorism. Okay. Thank you very much. Okay. Oh, go ahead. Merci. Je me nomme Kofi Christian Da. Je viens de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire. Merci pour l'exposé sur le franc CFA et surtout pour la référence faite au professeur Joseph Tchoutian. Quand nous étions en première année d'université, c'est le professeur Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire qui, au cours des cours sur la monnaie, nous en avait parlé, mais pas autant en détail comme vous le faites aujourd'hui. Après vous avoir écouté, j'ai deux préoccupations. La première, c'est que je sais que depuis un certain temps, au niveau surtout de la CEDEAO, il y a un projet de création d'une monnaie commune de la zone. Et nous autres, personnellement, moi, avons vu dans ce projet l'occasion de briser ce lien de servitude que nous avions avec le franc CFA. Le constat est que de plus en plus les échéances qui étaient prévues sont repoussées de façon continuelle. Et on se pose la question de savoir les institutions qui étaient en train d'être mises en place pour pouvoir rendre effectif ce projet, qu'est-ce qu'il en advient maintenant? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ce projet verra le jour un jour? L'autre chose pour laquelle je me pose la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la ferveur, j'allais dire l'engagement qui était mené par à la suite de l'assassinat, j'allais dire, du professeur Tchoum par les intellectuels africains, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela s'estompe à un moment et que c'est maintenant qu'on essaie de revenir au bout du jour? Et vous évoquiez tout à l'heure le cas de Kema Seba, je crois, Kémy Seba, qui a été expulsé hier vers la France. La question que je me pose, pourquoi vers la France et non pas vers le Bénin? Est-ce parce que c'est la France qui l'a exigé ou parce que le Bénin a refusé de le recevoir? Merci. Je suis Benjamin Kagina de l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je remercie M. Moussa pour son exposé. En fait, ne se trouvant pas dans la zone de franc CFA, je me suis malgré tout retrouvé dans son exposé. Parce que je vois certains problèmes qu'il a évoqués concernant le franc CFA. Nous les connaissons également en RDC avec le franc congolais. Entre autres, les décalages entre les indicateurs de stabilité, par exemple, de la monnaie et la réalité sociale. Parce que chez nous, dans le 3 à 4 années passées, notre pays avait été qualifié d'avoir un cadre macroéconomique stable, d'avoir un taux d'échange stable. Et on nous disait que le pays avait un taux de développement, pas de développement qui était normal. Mais dans le fait, dans la réalité, dans le vécu quotidien, on ne les sentait presque pas. Au point que les gens se demandaient si ces cadres macroéconomiques nous profitaient en quoi. Mais ce qui m'a intéressé, j'aimerais avoir l'avis de M. Moussa, c'est par rapport à ce qu'il a dit, que le problème que l'Afrique connaît par rapport à la monnaie ne peut être, nécessite à ce qu'il y ait une décolonisation des esprits. Je me demande comment cela peut être possible.
dès lors que vous-même vous avez relevé, d'une part, la machination de l'Occident sur ce qui nous arrive, d'autre part, la complicité de nos dirigeants. Si on a ces deux problèmes, les mêmes dirigeants qui sont là, ils organisent un système qui va dans le sens de fragiliser le système éducatif pour ne pas permettre aux gens de pouvoir évoluer, de réfléchir, de se poser des vraies questions. Comment on peut arriver à une décolonisation des esprits dès lors que nos autorités eux-mêmes sont complices et ne voudront jamais à ce que les gens se posent des vraies questions, car cela mettrait à mal leur propre pouvoir. Okay, we have another hand up. Do you want to take those or you want to take that? Can we take the questions? Yes. No, I think we should stop here and then take another round. We're going to have only 15 minutes. We're going to have only 15 minutes break today. So you have to decide whether we continue with the discussion or you want half an hour break. What do you want? 15 minutes. 15 minutes break? So you will have to be very disciplined. Okay? So we are going to end at 1:45. So you'll have only 15 minutes break. Please go ahead and Okay. Alors, je vais essayer de... Merci d'abord pour l'intérêt que vous avez porté au débat, à ma présentation, et surtout les questions qui sont très stimulantes. Pour la première question, Abdoulaye, c'est ça? Abdoulaye? Voilà. Alors, la relation entre libre-sterling et zone franc, vous savez, la décolonisation britannique est différente de la décolonisation française. Il faut dire que du côté britannique, pratiquement, comme on le dit d'ailleurs, on le sait, les Africains sont plus nationalistes, plus jaloux de leur indépendance et de leur souveraineté que de notre côté. Ouais. Et d'ailleurs, quand Sékou Touré a été le seul en Afrique de l'Ouest, en Afrique française, à dire non à De Gaulle, il était le seul. Il y a que le Ghana était déjà, le Ghana de Nkrumah, qui était déjà indépendant et qui était engagé dans une lutte pour libérer le reste de l'Afrique. Et c'est le Ghana qui avait été le premier à soutenir la Guinée. Donc la plupart des pays qui étaient liés à la Grande-Bretagne, quand ils ont pris leur indépendance, ils ont rompu les liens avec la libre sterling. Et même s'il y a des accords, mais c'est des accords qui ne remettent pas en cause leur souveraineté sur leur monnaie. Ce qui, malheureusement, est le cas jusqu'à maintenant pour la zone franc. Voilà la différence. Alors pourquoi les 15 pays restent-ils? Tout à l'heure, il a parlé de leadership. Kofi a parlé de Benjamin, pardon, a parlé du leadership, de la nature du leadership. Vous savez, les présidents qui ont essayé de mettre fin au CFA, le premier, je ne parle pas de ce tour, mais le premier au Togo, Sylvanus Olympio a été assassiné. Et il a vraiment pris le pouvoir, et jusqu'à présent, c'est sa famille qui est au pouvoir. Thomas Sankara, au Burkina Faso. Oui. Donc, c'est la nature du leadership qui explique ça. Et j'ai un ami, professeur d'économie, qui dit que les dirigeants africains de la zone franc ont développé la culture de l'irresponsabilité. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils utilisent la monnaie, on laisse à la France le soin de décider pour nous, on est responsable de rien. Et quand elle décide de dévaluer, on vient signer. Quand elle décide c'est elle qui décide pour nous. Et c'est cette culture de l'irresponsabilité qui continue et qui explique pourquoi 15 pays continuent toujours d'utiliser le franc CFA. Et puis, une autre remarque, c'est que la plupart de ces dirigeants ne pensent qu'à leur propre pouvoir. Ne pensent jamais à l'avenir de leur pays.
y compris dans ce pays avec Macky Sall. Bon, je le dis en tant que Sénégalais, donc je ne dis pas ça mais c'est la réalité. C'est des gens qui sont intéressés seulement par leur pouvoir. Ils n'ont pas de vision pour l'avenir. Ok? Alors, pour ce qui est du terrorisme, en fait, vous savez, aujourd'hui, les pays occidentaux ont un arsenal tellement sophistiqué pour continuer leur domination, pas seulement sur l'Afrique, mais sur les pays du Sud. Aujourd'hui, le langage en Occident est très simple. Il y a les dictateurs et il y a les démocrates. Tous les gens du Sud sont soit des dictateurs, soit des corrompus. Ils mettent ça dans la tête de leurs citoyens. Et les grands médias, qui sont contrôlés aujourd'hui, pour la plupart, par les multinationales. N'oubliez pas que les médias occidentaux aujourd'hui, la plupart, sont contrôlés par les multinationales, par le secteur privé. Donc, véhicule une idéologie qui favorise la mainmise, le pillage des ressources du Sud. Donc, vous dites, quel président est un dictateur? C'est fini, dictateur. On se débarrasse de Kadhafi. On a assassiné Kadhafi, qui avait des idées pour l'Afrique, qui avait un leadership pour l'Afrique. On dit non, c'est un dictateur. Et il y a des citoyens africains qui disent oui, Kadhafi c'était un dictateur. Mais aujourd'hui, tout le monde pleure Kadhafi. Parce qu'on s'est rendu compte que les Occidentaux nous ont menti sur Kadhafi. Ils nous ont menti et ils vont continuer à mentir. Donc c'est très simple, dictateur, démocratie, et par conséquent les dictateurs violent toujours les droits humains de leur pays. Même s'ils luttent contre le terrorisme. Les terroristes ont droit à un traitement humain. Vous vous rendez compte, les terroristes qui tuent des gens qui disent musulmans qui vont dans les mosquées, qui tuent des gens qui prient, et on dit qu'on doit les traiter de manière humaine. Et quand Barack Obama a dit à Buhari, non, non, votre armée viole les droits humains, on ne peut pas vous prendre des armes pour combattre Boko Haram, ça vous dit quoi? Ça vous dit, laissons le terrorisme dévaster l'Afrique, et nous on viendra, sous prétexte de vous aider, nos multinationales viendront prendre. C'est ça la réalité. Oui. Alors, pour la CEDEAO, je pense à Kofi, pardon. Pour la CEDEAO, le projet est toujours en cours. Le projet est toujours en cours et il y a quelques avancées. Seulement l'échéance de 2020 risque d'être repoussée, mais c'est un projet qui est toujours là et que nous soutenons de notre côté parce que nous pensons que c'est le seul moyen, en tout cas c'est un des moyens de mettre fin à la zone franc, au franc CFA, la CEDEAO. Et vous savez que le Maroc a adhéré à la CEDEAO. Et il y a 3 ou 4 jours, le président de la commission de la CEDEAO était au Maroc et le roi a dit que le Maroc est prêt à adhérer à la monnaie unique. Donc le Maroc soutient le processus vers la monnaie unique dans la CEDEAO. Donc c'est un projet qui est en cours, qui peut connaître des lenteurs, mais il y a des comités qui travaillent. Et le projet a été salué par la Banque africaine de développement, qui a publié un texte l'année dernière, au mois de février 2016, pour dire que c'est un projet qui est non seulement bon pour la sous-région, mais pour l'Afrique. Alors, ce que j'ai oublié peut-être de mentionner dans mon développement, c'est que l'Afrique a un projet de monnaie unique. Et il y a un projet de banque centrale africaine, dont le secrétariat est ici à Dakar, au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 40 banques centrales africaines qui sont membres de ce projet de banque centrale africaine et qui va après déboucher sur une monnaie africaine. Parce que voyez-vous, on parle de marché de libre-échange continental.
récemment, il y a eu des développements sur ce marché de libre-échange continental. Mais comment peut-on avoir un libre-échange continental si on n'a pas une monnaie qui puisse servir le monde? Donc, c'est tous ces projets-là africains que les Occidentaux risquent de dérailler. Parce que Kadhafi, il faut dire, Kadhafi était derrière la plupart de ces projets, notamment le projet de Banque centrale, le projet de Fonds monétaire africain, etc., etc. Il était prêt à mettre les ressources de la Libye au service de ces projets. Après, c'est pas un doute, c'est peut-être une réalité qui tarde à se manifester, mais c'est pas un mythe. Ensuite, Kémy Séba, bon, pourquoi on l'a pas? Je ne sais pas. Parce qu'on l'a expulsé pour trouble à l'ordre public. C'est très facile, trouble à l'ordre public. Alors, il l'aura envoyé en France. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a certains qui disent parce que le Bénin fait partie de la zone CFA. Le renvoyer, peut-être que le Bénin ne voulait pas le prendre, les citoyens béninois. Et comme il venait de la France, on l'a renvoyé là-bas. Parce que quand il venait au Sénégal, il était venu du pays. Ils ont dit, comme il venait du pays, donc il va retourner en Paris, à partir de là. Mais ses avocats sont en train de se battre pour le faire revenir, annuler la décision. C'est une décision honteuse. Un Africain est expulsé parce que tout simplement on n'est pas d'accord avec ses vies. Pour les gens qui se disent démocrates, c'est une honte. C'est une honte pour le régime sénégalais. Le Macky Sall en personne, c'est vraiment une honte. Et ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Okay. Alors, pour ce qui concerne, je crois, la RDC, c'est décolonisation des esprits. J'ai parlé tout à l'heure du rôle des médias et de la manière dont on décrit l'Afrique. C'est des dictateurs, la plupart c'est des dictateurs corrompus. On dit si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce qu'il y a la corruption. C'est très simple. Et déjà, accepte ça. Oui, nos dirigeants sont corrompus. Mais ce qu'il y a, c'est que les dirigeants corrompus, qui sont amis des Occidentaux, on les protège. On n'en parle pas. Parce que l'argent va devenir chez eux, en Suisse, à Paris, à Francfort, à New York. C'est bien. Ils vont garder l'argent pour les dictateurs. Mais ceux qui résistent, on dit, ah, ces dictateurs qui sont corrompus, parce qu'ils ne veulent pas suivre nos normes. Et c'est le cas. Donc, il y a une stratégie pour mettre dans la tête des Africains que tous vos dirigeants, la plupart c'est des dictateurs, c'est des corrompus. Donc si on les compare, il faut nous soutenir. Alors que les Européens aussi c'est des dictateurs. Il y a des dictateurs là-bas. Ils sont plus corrompus que nous. Le rapport de Thabo Mbeki, qui a été publié en 2015 pour le compte de la CEA, dit que sur les 60 milliards de flux illicites qui sortent de l'Afrique chaque année, et encore, c'est le chiffre normal, ok, il n'y a que 5% qui concerne la corruption. 5%. Bon, même 5% pour moi c'est beaucoup, mais c'est 5%. Et les 95%, c'est les multinationales. Okay. 95%. Même on nous dit, oui, c'est la corruption qui... Please make it brief because we're running behind. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long. Je m'appelle Abdan Wassili Sofon. Je suis au département de recherche de l'ESIA. J'ai vraiment apprécié la présentation du professeur Dembélé, que je connais très bien. Il sait très bien défendre sa conviction. Il est toujours farouche défenseur des intérêts de l'Afrique. Et il a toujours combattu, en tout cas, le système capitaliste et le CFA qui est mis en place. Je crois que c'est assez clair
la manière où vous avez expliqué cet impérialisme du CFA dans les pays africains. Je suis convaincu que ce système a besoin d'être combattu, comme le dit. J'ai suivi, ou bien j'ai assisté un peu lors des élections comment Zinsou a voulu être président. Il a été battu et il est retourné en France la queue entre les jambes. Et sa position et ses déclarations aujourd'hui montrent que il est vraiment pour la cause européenne ou française. Et même sur Facebook, tout récemment, il a eu des propos, il a tenu des propos qui ne sont pas vraiment dans l'intérêt de l'Afrique ou des Africains. Celui qui avait gagné les élections, Talon, qu'on avait applaudi, ça ne l'a pas empêché aussi de retourner en France pour faire allégeance aux Français. Alors qu'il a critiqué Zinsou lors du débat présidentiel, qu'il revient comme un nouveau colon pour défendre les intérêts de la France. Donc le système est là, le système perdure. Je voudrais cependant vous poser une ou deux questions provocatrices peut-être. Ne voyez-vous pas que c'est aussi un problème de gouvernance? Parce que lorsque vous prenez, il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui sont toujours dans la zone CEDEAO, qui ont leur monnaie, mais se portent mieux que les pays qui sont à l'intérieur de la zone CFA. De la même manière, il y a des pays qui sont sortis, et tels que les pays du Nord, par exemple, qui se portent aujourd'hui mieux et que les pays qui sont dans la zone CFA. Mais en prenant aussi la Guinée qui est sortie, ce pays aujourd'hui, sa situation n'est pas vraiment réjouissante. Cela veut dire qu'on peut sortir du CFA et se retrouver dans une situation encore catastrophique. Alors, en faisant cette comparaison au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA et même au niveau de l'Afrique, est-ce qu'on ne voit pas que si c'est un problème de gouvernance, parce qu'il ne faudrait pas sortir pour sortir, mais il y a vraiment un travail à faire pour pouvoir tenir en termes de souveraineté totale. Ma deuxième question, c'est par rapport à la décolonisation dont vous parlez. La décolonisation, à mon avis, doit se faire d'abord au niveau politique. Au niveau politique, parce que, comme l'a dit celui qui est à l'extrême droite de choses, si nos dirigeants ne sont pas, ou n'adhèrent pas à la cause, je me demande comment on peut arriver à vraiment avoir cette indépendance, cette souveraineté monétaire dont vous parlez. Donc il y a un combat au niveau politique à faire. On l'a bien dit que c'est aussi une question politique. Donc, à ce niveau-là, le président, nos dirigeants doivent aller dans ce sens-là pour pouvoir avoir gain de cause. Voilà quelques éléments que je voudrais apporter à votre discussion. Merci d'avoir. Merci. Good morning, sir. My name is Catherine. I'm from Nigeria. I work with the National Institute for Policy and Strategic Studies. It's a research institute. And I'm investigating the Nigerian-France relations. I'm sure you've been following the trend of events in Nigeria and the issue of Boko Haram, which has extended to other neighboring Francophone countries. And you can see that we are constantly in the struggle, either through religion or tribe in Nigeria. Now we are talking about the issue of having a common monetary zone in
the West African sub-region. So what is your take on this issue of Boko Haram, and how do you think we can come out of the problems we have and be able to get to the level of having a common currency in the West African zone? Two different questions, but it's okay. Last question. Merci, professeur. Et je suis Ossili Agougan, mais on peut appeler tout simplement Victor. Je viens de l'université de Lomé. Anthropologue de formation, je suis chargé de cours au département d'anthropologie à Lomé. Et je pense bien que ces genres de discours, bien de conférences, les jeunes africains ont besoin de les avoir aujourd'hui. Ma première doléance, c'est de demander à l'administration du Code civil de tout faire pour nous donner le PowerPoint de la communication comme support. Merci. En tant que Togolais, je connais un économiste togolais, Kakonou Bouko, qui a sorti un ouvrage tout récemment, le CFA, quel avenir pour l'Afrique. Donc, le monsieur il était ministre dans le gouvernement de M. Faure Gnassingbé. Et depuis qu'il est rentré dans cette guerre contre le CFA, il a été expulsé du gouvernement. Et par après, il a tenu une conférence publique, c'est là il me disait que c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a demandé à Faure Gnassingbé de l'expulser du gouvernement parce qu'il est rentré dans une guerre contre le franc CFA. Ouattara parce que c'est une question de redevabilité envers la France par rapport à son installation au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et pour Faure Gnassingbé parce que c'est un jeune qui a le goût de pouvoir. Donc voilà un peu comment ça se joue au sommet des pays. Mais maintenant, ma question c'est quoi? Je l'ai déjà posé hier au professeur Campbell, il m'a promis qu'aujourd'hui je vais avoir la réponse. On nous dit que les billets CFA, enfin, sont frappés, sont émis en France. Ils sont mis à la disposition des banques centrales en Afrique. Donc, expliquez-nous un peu le processus. Merci. Bon, pour Abdon, je crois que c'était juste plus une contribution. Mais pour le problème de gouvernance, c'est vrai que le problème de gouvernance est une réalité dans le pays. La gestion clanique, parfois, du pouvoir. Moi, je parle de gestion clanique, c'est la famille, les amis, c'est l'un des reproches que je fais à Macky Sall. La gestion clanique, ou la gouvernance clanique, si vous voulez, du pouvoir. Ok? Où on a le pouvoir, on a la famille, les cousins, les amis. Il disait la patrie avant le parti. C'est lui qui le disait. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le parti, la famille avant le pays, avant la patrie. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est une des tares des dirigeants africains. Parce que, comme je vous dis, ça fait partie de leur façon de gérer le pouvoir. On le gère pour nous, pendant qu'on est là, mais on ne pense pas à l'avenir du pays. C'est ça. On avait, Macky Sall avait fait tellement de promesses, les gens disaient, ah, cette fois-ci, ça va changer. Mais si pas mal de points, c'est pire que ce qu'on avait auparavant. Il a le même problème au Mali. Son fils, paraît-il, qui est au sein du pouvoir, sa famille. Bon, Talon, qui a parlé de Talon, je ne sais pas si tu parles. Alassane Ouattara, c'est pareil, en Côte d'Ivoire. Bon, donc, cette question de gouvernance, c'est une réalité. Mais je pense que, quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système de relations internationales.
qui fait de l'Afrique aujourd'hui un danger et que les anciennes puissances ou d'autres puissances feront tout pour continuer leur domination sur l'Afrique. Et elles trouveront toujours des complices. Quand on essaie de changer les dirigeants, d'avoir de bons dirigeants, parce qu'avec les élections, vous savez, ceux qui ont la chance d'arriver au pouvoir, parfois ils sont cooptés par Paris, par Londres, par Washington, qui leur donnent plein de moyens pendant les campagnes. Et ils prennent le pouvoir, tu as parlé de Talon, qui une fois élu a porté allégeance. Ouattara n'en parle pas, Macky Sall n'en parle pas. Donc ça c'est un problème. Maintenant, est-ce que nous aurons la chance d'avoir des Thomas Sankara dans notre souveraineté? Bon, c'est une question. Mais je pense que quand même, les pays dans les autres zones ont beaucoup plus de je ne sais pas, de fibres panafricaines et patriotiques que ceux des ex-colonies françaises. Moi, je crois que c'est ça. Nous constituons le maillon faible. Nous constituons le maillon faible, franchement. Alors, la décolonisation des esprits politiques. Mais je crois que c'est les esprits d'abord. Parce que nous élisons, nous acceptons un certain nombre de choses. J'ai dit des économistes, des professeurs à l'UQAD, je vois des collègues de Abdou qui disent oui, le franc CFA, on ne peut pas s'en sortir parce que c'est trop technique. Les Français ont raison de rester parce que nous ne pouvons pas. Même le professeur, notre doyen Cassé, qui dit que non, le franc CFA c'est très bon, il ne faut pas tuer la poule dehors. Vous vous rendez compte? Quand même, c'est décourageant d'entendre ce genre de... Voilà. Donc, ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est les intellectuels. Parce qu'il y a des intellectuels francophiles, peut-être, comme si je peux les appeler ainsi, et qui acceptent ce genre de discours que la France doit toujours être là derrière nous pour nous dire ce qu'il faut faire. Oui. Alors, pour ce qui concerne Catherine, oui, Catherine, je sais que la situation est très complexe. Votre pays, c'est un poids, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique. On ne peut pas envisager l'intégration en Afrique sans le Nigeria. Le Nigeria, c'est un géant, économiquement, humainement, politiquement, stratégiquement. Mais la situation actuelle avec Boko Haram, il faudrait que les Africains prennent la résolution, et c'est ce que Kadhafi, une armée africaine pour défendre l'Afrique. Et les Occidentaux ont dit, celui-là, si on le laisse, on le fout. Il faut l'assassiner. Donc il faudrait que les Africains se disent, nous devons nous défendre. Commençons par assister les pays qui sont en lutte au terrorisme. Parce que si le Nigeria est déstabilisé, c'est une bonne partie de l'Afrique qui est déstabilisée. Et cette monnaie, ce projet de monnaie unique de la CEDEAO, il ne pourra jamais être viable si le Nigeria n'est pas en paix stable. Parce que le Nigeria, c'est 75% de l'économie de la CEDEAO. Oui. Donc, c'est les pays de la CEDEAO, mais au-delà des pays de la CEDEAO, doivent prendre la responsabilité d'assister le Nigeria pour éradiquer Boko Haram. Et je pense que c'est stabiliser le Nigeria et les autres pays. I'm sorry. I hope you understand this. The problem of Boko Haram is not a Nigerian problem. It's an African problem. But the point is, you should not think that Boko Haram is coming to Botswana to attack you. Okay? Thank you. Do you have much more? Just on the last one, Okay. Lomé, où les billets sont fabriqués en France,
Et ça nous coûte de l'argent. Et après, ils sont transférés ici à la PCAO ou à la DEAC. Voilà. Ce n'est pas fabriqué en Afrique. Et ça, la fabrication de billets de banque, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est les Français qui encaissent ça. Donc, au moment de la fabrication, et ensuite les devises que nous gagnons, une partie va dormir dans les coffres du Trésor français. Oui, nous sommes sur tous les plans, nous sommes dépendants. Voilà. Pour Capo, c'est un ami et depuis qu'il a eu ce problème, donc on a écrit le livre collectif. Et en décembre, le 16 décembre prochain, il sera là à Dakar. Et on va organiser une grande conférence internationale sur le cancer. Voilà. Thank you. Please. I do not think we were indisciplined for going over time, because you've come from very far, and we are in a discussion on the economic transformation of Africa. I'm going to make an announcement about the Kwame Nkrumah chair. The Kwame Nkrumah chair's office is going to have a conference for 2 days in Kenya about the African currencies. Because we plan from the Kwame Nkrumah chair, I'm making this announcement without having a penny, but we are going to have this conference for 2 days in Kenya. We will hope that organizations like Codesria or the Thabo Mbeki Foundation will cooperate with the Kwame Nkrumah chair to hold this 2-day conference on the African currency. And we hope to follow it up with one in Ghana on the African currency. I think the days of having the ECOWAS currency is gone. That is past. That was 40 years ago. We're not working towards an ECOWAS currency. We don't need an ECOWAS currency. We need an African currency. And so we're going to follow up the Kenya conference in Ghana with another 2-day conference. But at that point, we're going to focus on bringing West Africans. We're going to bring about 20 persons because we want to bring out this kind of information so that it will be taught in universities across West Africa. Professor Campbell doesn't have a cent, but he is going to do it. And I promise you that. Okay? I would like to make a presentation to you of this book, Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya. Yes. This book is a statement on the question of the African currency and why we need to have an African currency. And next week, Tuesday, we're going to have a public lecture in Dakar. And I hope that you'll be there and you'll bring some of the young people who are thinking about African independence to participate in this. And thank you very much for being part of our institute. Thank you. So we will have a 15-minute break, or we'll start at 11:20.